D'abord, comment je suis entré dans la résistance en septembre 1940. J'avais 16 ans et demi. C'est par connaissance. C'est un ancien brigadiste qui m'a contacté. Alors les brigadistes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les brigadistes, ce sont des combattants français qui ont été aidés le gouvernement républicain espagnol à lutter contre Franco. C'est donc des gens qui avaient l'habitude des combats et des opérations clandestines. Parce que quand on est dans la résistance, au début, il fallait toujours être très, comment dirais-je, secret, ne rien dévoiler. Tout ce qu'on apprenait, il fallait surtout pas le dire aux autres. Donc, on a commencé par cet ancien brigadiste. Il était habitué à la lutte armée et aux actions clandestines. Il a donc commencé à organiser la résistance dans le secteur de Sevran où j'habitais. D'abord, la formation des triangles. Alors, je vais vous expliquer. Dans la résistance, au départ, la résistance on était formé par trois. On est trois personnes à se connaître, et chaque personne, chaque tête d'un triangle, connaissait qu'une seule personne d'un autre triangle. Ça, c'était fait pour, au cas si vous étiez arrêté, sous la torture, qu'on ne puisse pas dévoiler beaucoup de noms. C'est ça. Ensuite, la fourniture de tracts et d'affiches, parce que les Français, ils n'étaient au courant de pas grand-chose. Parce qu'à cette époque-là, tout ce qui était information, que ce soit par le cinéma, par la presse, par la radio, tout était contrôlé par les Allemands ou les collaborateurs. Donc on n'avait qu'une petite partie d'informations qui étaient réelles et bonnes. Il fallait donc que les Français soient au courant. Alors c'était fait par des tracts et en général des affiches. Alors les tracts, vous savez ce que c'est que des tracts? Oui? Hein? Qu'est-ce que c'est? Hein? Des flyers. Hein? Des flyers. Et alors, donc, c'était ce que je faisais. Alors, jusqu'au début de 1942, je vous dis de 40-42, pas de gros problèmes. Les différents groupes se sont habitués à avoir beaucoup plus prudents qu'au début de leur formation. Car peu à peu, la répression devient de plus en plus sévère et efficace, car la Gestapo, la police allemande, est bien aidée par la police française et la milice, surtout la milice. Mon rôle, à l'époque, était de prendre en livraison des paquets de tracts pour approvisionner les différents groupes du secteur. Je précise, j'étais dans la région parisienne. Ce n'était pas du tout la même résistance que en Auvergne ou dans l'Allier ou dans les montagnes bourbonnaises. J'ai eu souvent peur en prenant livraison de ces tracts, car mon contact pouvait être grillé et la police prête à m'arrêter. Alors il fallait faire très très attention avant de prendre possession des tracts. Alors, la répression. Alors, à partir de 1942, la répression était terrible. Pour un petit groupe que nous étions, eh bien, le 26 avril 1942, mon chef de groupe a été arrêté et il a été fusillé 3 mois après au Mont-Valérien. Son adjointe a été arrêtée aussi en avril 1942 et a été déportée à Ravensbrück. Un camarade du même triangle que moi a été arrêté toujours au mois d'avril et il est mort à Bergen-Belsen. Et j'ai 3 autres camarades qui ont été arrêtés et déportés à Buchenwald. Ceux-là, ils ne sont pas morts, mais quand ils sont revenus de Buchenwald, ils sont morts peu de temps après parce qu'ils avaient été tellement maltraités qu'ils étaient dans des états physiques terribles. Nous restions donc à 2. Une femme avec moi, sans directive. Et j'ai à l'époque 16 ans, 18 ans à l'époque, sans directive, c'était assez pénible. Je me suis donc confié à mon père. Après toutes ces arrestations et surtout après celle d'un résistant qui appartenait au même triangle que moi. Surprise d'apprendre que mon père faisait partie d'un groupe de résistants beaucoup plus âgés que nous.
au sein du mouvement Libé Nord. Je n'ai jamais dit à mon père que je fais partie de la résistance, et lui ne m'en a jamais parlé. C'était bouche cousue. Alors après, c'est donc mon père qui s'est occupé de la prise en charge, quoi. Sous les ordres de mon père, j'ai continué de distribuer des trains qui faisaient fonction d'agent de liaison entre les différents groupes régionaux pendant toute la période septembre 40 à mars 1943. Et je n'ai pas arrêté, j'ai continué de travailler parce que j'étais typographe à l'époque. Maintenant, ça n'existe plus ce métier-là. À l'époque, c'était ça. En mars ou avril 43, j'avais 19 ans. J'ai reçu une convocation chez mon employeur pour me présenter au bureau de recrutement du STO, le service du travail obligatoire. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, le service du travail obligatoire, c'était Laval, qui a traité avec les Allemands et qui a décidé d'envoyer travailler en Allemagne pour soutenir l'effort de guerre allemand de 700 à 800 000 jeunes Français. Et donc, j'ai été pris pour aller en Allemagne, à Leipzig. Mais avec l'aide de camarades bien placés, à l'époque, il y avait quand même toujours des possibilités. Et après un court circuit, un court séjour dans un camp à Paris, j'ai pu partir me réfugier à Annecy, en Haute-Savoie. Alors, à cette époque, il y avait 5 ou 6 départements du sud-est de la France qui étaient occupés par les Italiens. L'armée italienne occupait environ 6 départements du sud de la France. Alors, avec les Italiens, il n'y avait pas de gros problèmes, parce que on était beaucoup de réfractaires. On nous appelait réfractaires, parce qu'on ne voulait pas partir par le STO. Alors, on se trouvait dans le camp d'Annecy, et on n'a aucun problème avec les Italiens. Mais voilà, en juillet 1943, le maréchal Badoglio, qui traite le maréchal italien qui commandait toutes les troupes italiennes en France, a traité avec les Alliés et a quitté avec les troupes italiennes tous les départements qu'elle occupait. Ce sont les Allemands qui les remplacent. Alors, en septembre 1943, donc après l'occupation allemande de ces territoires, j'ai décidé de quitter la Haute-Savoie, car dans le camp où j'étais, il y avait beaucoup de réfractaires au STO, beaucoup de jeunes comme moi, et surtout des jeunes de la région de Gravelines, Dunkerque, Bourbourg, etc. Et la pression de la milice, qui était omniprésente, se faisait de plus en plus sentir. On avait beaucoup plus peur, presque, de la milice que de la Gestapo. Il fallait donc quitter rapidement les lieux. Alors pendant une période de 15 jours environ, j'ai été hébergé par des parents qui habitaient près d'Albertville en Savoie. Cette famille a réussi à me procurer un uniforme des camps de jeunesse, ce qui m'a permis de revenir à Sevran, où j'habitais, mes parents, sans difficulté, en espérant que le service du travail obligatoire ne pense plus à moi. En octobre 1943, j'ai voulu reprendre une activité professionnelle, toujours en distribuant des tracts et en faisant fonction d'agent de liaison. Malgré le travail, il fallait toujours assumer ce travail-là. Je me suis fait embaucher comme chauffeur dans un garage jusqu'en décembre 1943, c'est-à-dire en gros 3 mois, car comme tous les jeunes de mon âge, on ne devait pas rester trop longtemps chez le même employeur sans risquer d'être repéré. Il va donc mieux que je parte. J'ai donc changé d'employeur et j'ai repris mon métier de typographe dans une très grande imprimerie du 19e arrondissement de Paris. En avril 1944, peu de temps après, j'ai été de nouveau requis par le STO pour partir en Allemagne, une autre fois, à Augsbourg, chez MAN, une fabrique de camions. Je me suis fait oublier encore une fois et j'ai été employé bénévolement par un organisme à Paris qui avait besoin de personnel pour, après chaque bombardement, aider les gens à sortir des décombres et à relever les morts. Pendant toute la période octobre 1943, après mon retour de Savoie jusqu'à la libération,
Sous les ordres de mon père, qui était le président du comité de libération de Sevran, j'ai continué de distribuer des tracts et faisais aussi fonction d'agent de liaison entre les différents groupes de résistance de la région. Alors, les principales actions effectuées par les FFI, les forces françaises de l'intérieur. Dans le secteur d'Aulnay, où j'habitais, Aulnay-sous-Bois, Blanc-Ménil, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, Tremblay-en-France, distribution de la presse clandestine, destruction de lignes de haute tension, les usines concernées, Wistlagous, Idéal Standard, Kodak, la Lilloise, etc. Destruction et les destructions de câbles téléphoniques. À la libération, mettre des crève-pneus sur les routes, détournement des poteaux indicateurs, parce que les Allemands se fiaient beaucoup aux poteaux indicateurs. Ils avaient des cartes Michelin même pour se guider en France. Et vous voyez, et on détournait les poteaux, comme ça ils arrivaient à prendre des chemins qu'ils ne voulaient pas prendre, et ils perdaient beaucoup de temps. Le sabotage de voies ferrées, occupation de l'usine Westinghouse, et sabotage des mèches de mise à feu à la poudrerie nationale. Parce qu'à Sevran où j'habitais, il y avait la poudrerie nationale où il y avait énormément de poudre, de bombes, d'entreposés, tout ça. Et puis, d'un côté, donc, cette poudrerie nationale, et à côté, une caserne avec toujours en gros entre 2000 et 2500 soldats allemands. On était vraiment surveillés. Alors, dans la région, il n'y avait pas beaucoup d'armes pour les résistants, parce qu'il y avait trop d'Allemands et il n'y avait pas beaucoup de parachutage. Parce que c'était, où j'habitais, c'était le début de la Brie, la plaine de la Brie. Donc, il n'y avait pas de montagne, pas de forêt, rien. Donc, vous voyez, c'était très difficile pour que des groupes puissent se cacher. Voilà, pour ça. Alors, pour la libération, je vais parler rapidement de la libération de Sevran, puisque là, c'était assez dur pour moi. La libération de Sevran, c'est les 26, 27 et 28 août 1944. Le 27 août au matin, mon père a reçu l'ordre du commandant Vial de Aulnay-sous-Bois, c'est-à-dire on était organisé en militaire. C'était plus FFI, c'était organisation militaire. On dépendait d'un commandant. Il a demandé à mon père de prendre contact avec les avant-gardes américaines vers 15 heures. Ce qui a été fait. On a eu, disons, un peu de chance, parce que les premiers soldats américains qu'on a rencontrés, il y avait 2 jeeps et environ 7-8 soldats, mais par chance, ils parlaient espagnol. Parce que s'ils avaient parlé américain, c'est assez dur, hein. Et mon père parlait espagnol, on a pu se comprendre. On les a mis en garde pour leur indiquer où étaient tous les nids de mitrailleuses allemands. Alors, ça a été fait, ils ont été prévenus, ils ont reculé, et nous, on est restés sur place. Malheureusement, vers 17h, nous avons été surpris par un groupe d'Allemands. Mon père a été tué à côté de moi. Notre groupe de FFI a été conduit devant les murs des Sœurs de Sevran pour être fusillés. On était 7 ou 8 à être condamnés, collés au mur, avec un sous-off et une dizaine de soldats, l'arme au pied, prêts à nous fusiller. C'est un officier supérieur allemand qui nous a dit de partir rapidement. C'est ce que j'ai fait. J'ai passé la nuit dans une cave pour ne pas être repéré. Le lendemain matin, il n'y a plus d'Allemands dans le centre de Sevran. J'ai donc pu prévenir ma mère de la mort de mon père. Vous voyez, voilà la libération, ce que j'ai vécu. Vous voyez que c'était quand même pas très rigolo. Alors, un bilan. Le bilan des combats pour la libération sur 3 jours. Civils tués 11, 2 enfants, 3 femmes, 6 hommes. Blessés graves 12, 1 enfant, 4 femmes, 7 hommes. Autres blessés 7, 3 femmes, 4 hommes. FFI tué 2 de mon père. Un DJA tué 2. 10 blessés, des Américains tués, Américains blessés 2. Plusieurs blessés américains qui ont été pris en charge par les ambulances américaines. Et des soldats français
et un soldat français blessé gravement. Voilà. Alors, pendant la période 39-45, beaucoup de personnes ont été tuées au combat, déportées, fusillées, disparues, sans compter les nombreux prisonniers qui sont revenus malades et qui sont morts quelques mois après leur libération. En gros, voilà ce que j'ai vécu.